En 2004, Sonia et Alexandre Poussin achevaient leur traversée de l'Afrique à pied. Un voyage extraordinaire de près de 14 000 km en plus de 3 ans. 10 ans et 2 enfants plus tard, ils repartent à l'aventure. Ce sera Madagascar et en famille. Accompagnés de leurs 2 zébus et de leurs charrettes, Sonia, Alexandre, Philae et Ulysse entreprennent un formidable périple hors des sentiers battus. 3 ans au cœur de l'île Rouge, à la rencontre de ses habitants. Une aventure au plus près de la nature, à la découverte des richesses de Madagascar. Nous longeons la côte est de l'île Rouge avec en alternance des routes, des traversées d'embouchures et des plages sans fin. Rencontres, actions solidaires et découvertes des traditions malgaches rythment notre itinéraire jusqu'à la région des lacs sacrés. Nous sommes envoûtés par la forêt de Voïboul, la dernière forêt primaire de la côte est. Venez voir, la plus petite grenouille du monde. Quelle merveille. J'ai envie de l'embrasser. Si tu l'embrasses, tu l'avales. Hein. C'est gros comme une lentille. Avec l'aide d'Angélique Decamp et de Nabé, nous faisons venir des membres du gouvernement pour tenter de protéger cette merveille peuplée de lémuriens rares et d'espèces endémiques lilliputiennes. Je ne sais pas si la forêt existera toujours, mais c'est peut-être la dernière fois qu'on le voit. Est-ce que vous êtes tombée amoureuse de l'endroit? On peut pas ne pas tomber amoureux de tout ça. Et c'est touché par la cause des forêts en danger que nous reprenons la route vers le nord. Une nouvelle journée commence sur la plage avec ses petites routines matinales faites de douceur et de sérénité. L'apparition d'un premier bateau de pêche est le signe que le grand port de Tamatave n'est plus très loin. Notre progression reprend et les enfants laissent cours à leur créativité. Tu fais du zébu? Là, tu fais du surf? Surf s'arrête? Pour Sonia, c'est plutôt méditation le matin. Hey, ils ont attendu 2800 km pour trouver cette idée. Ouais. Les zébus sont enfin dressés. Madatrek, c'est ça. L'alternance d'enjeux très lourds et d'un quotidien fait de légèreté et de jeu. Et ben voilà, le répit aura été de courte durée. C'est la pluie qui revient. Allez, aux abris. Il y en a un petit peu assez de cette côte est et de cette pluie. Ça fait vraiment trop longtemps que ça dure là. Ça fait 5 mois qu'il pleut tous les jours. C'est chiant et pénible là. Il pleut tous les jours, mais pas toute la journée. La pluie repart aussi vite qu'elle est venue, et c'est une rencontre surprenante qui va marquer notre journée. On a sauvé une patate d'un piège. Sans nous, sa patte se serait sectionnée. T'as coupé le fil? Oui, j'ai coupé le piège. C'est Ah oui, c'est super grave. J'espère que c'est pas cassé. Il y a un édème, ah ouais, elle est gonflée là. Et elle va pouvoir remarcher. Oui, oui, évidemment. Il y a énormément d'animaux braconnés qui meurent tout seuls dans la nature parce que les braconniers laissent plein de collets et ils oublient les endroits où ils les ont mis et ils ne font pas le relevé de leurs collets très souvent. Yeah. Donc Oh non. très souvent les animaux meurent pour rien. Même pas au profit des braconniers. C'est horrible. Et malheureusement, c'est toujours la logique de prédation qui sévit partout. On coupe, on charbonne, on braconne, on survit quoi. Nous pourrions comprendre la colère de ces poseurs de collets, dépossédés de leur pitance. Nous attendons la nuit, à l'abri des regards, pour finaliser le sauvetage. Je suis là, Philou.
Tu veux qu'on libère Castagnette, mais moi je veux pas qu'on la libère. Mais s'il faut, chérie. Tu sais, regarde, elle est emmaillotée là, elle n'est pas heureuse, c'est pas son élément naturel, elle a une de force. Et même pour une patate, c'est pas sympa. Très mignonne. Donc il faut la libérer. Ok. Allez, vas-y, ma chérie. Pose-la là, peut-être qu'elle va partir. Non, j'ai vu, elle arrive vraiment pas à marcher, puisque quand elle marche, elle tombe. Essaye de la pousser. Tu vois? C'est de la faire marcher. Est-ce qu'elle peut pas marcher? Non. Vas-y. Mais excusez-moi, elle peut pas survivre comme ça. Tiens, on va mettre la patte bien. Bon, ben, on est condamné à la garder et à la sauver. L'objectif, c'est de la relâcher. Ça n'a pas marché ce soir. Bah, je suis contente. Bon, ben, les choses se passent jamais comme prévu. Là, la pintade a eu un peu de répit, enfin, le filet a eu du répit, enfin, je sais pas. En 2 temps 3 mouvements, Castagnette, ainsi nommée par Philae, intègre notre famille. Castagnette, à manger. Les enfants sont aux petits soins pour la remettre sur pattes. Mais la petite bête est rétive. Je la comprends, hein, parce que moi, je mangerai pas les mains dans le dos. Hein. Mets le riz, Ah, Castagnette. vas-y. Allez, on l'aide un peu. Voilà. Ah ouais, elle aime bien. Les poussins sauvent les pintades. C'est de la solidarité entre gallinacés. La solidarité fonctionne. Elle boit, elle boit, elle boit. Et Castagnette se laisse finalement amadouer. Oh là là, elle a envie de vivre. Regarde. Tu sais, Castagnette. c'est très rare de pouvoir sauver les animaux au filet. Surtout les oiseaux. Je suis contente qu'on sauve Castagnette. Ce matin, le professeur Poussin va donner un cours de circonstance à l'école de la plage. En fait, on a dormi cette nuit sur un campement de charbonniers qui ont dévasté la forêt là juste derrière, un magnifique filao. Et les charbonniers, pour se nourrir, eh bien, braconnent. Et ont mis tout autour de leur camp eh bien, des collets. Et là, j'en ai repéré 2 ce matin, là, juste ici. Viens voir, Philae, je vais te montrer comment ils attrapent les pintades. Alors, tu vois, ici, il y a des passages, des petits passages comme ça. Et regarde, le petit animal, il arrive ici, et là, il n'a pas le choix. Il est obligé de passer par ici, c'est la seule porte. Et qu'est-ce qu'il y a dans la porte? Regarde, Oh mon Dieu. tu vois ou pas? Oui. Il y a ce fil, avec ce petit collet. Tu vois, tu mets une petite racine comme ça. Voilà. Là, tu vois, elle n'a pas le choix, la pintade. Elle marche comme ça, tac, tac. Elle passe par ici, hop. Elle rentre ici, et hop, elle passe. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ah, ah, ah. Elle est serrée, elle essaie de se sauver. Elle essaie de se sauver, elle n'y arrive pas. On va détruire leur truc là. Ouais. Bon, c'est pas très gentil pour le braconnier. Ah non, ça, on s'en fiche du braconnier. Mais c'est gentil S'il pour a les faim, pintades. il a qu'à s'acheter un élevage de poules. Non, acheter, il peut pas parce qu'il n'a pas d'argent. Eh ben alors tant pis pour lui, il Mais mangera il pas de peut poules. cultiver des poules. Voilà. Mais il n'a pas le droit de braconner ces pauvres animaux. Non, désolé. Il est là. Garde le fil avec toi. Aujourd'hui, c'est Philae la justicière. Témoin indignée depuis 3 ans du mal que l'homme fait à la nature, elle se donne pour mission de détruire systématiquement tous les collets qu'elle croise. J'ai beau lui expliquer qu'elle nous expose à la colère des populations locales, elle ne veut rien entendre. Elle a compris qu'il est plus facile de piller la nature que de faire de l'élevage, et que la pauvreté n'expliquait et n'excusait pas tout. Logique avec elle-même, elle est devenue végétarienne, car elle ne conçoit pas qu'on puisse manger son animal de compagnie, que ce soit un chien, un zébu ou une pintade. Nous sommes impressionnés par le sens éthique de cette petite fille, qui prend très à cœur sa responsabilité envers Castagnette, multipliant les jeux avec sa pintade comme autant de séances de rééducation. Une vraie mère poule. Il faut se faire une raison. Madatrek vient d'accepter un nouveau membre dans son équipe. Et c'est avec cette nouvelle pensionnaire que nous finissons notre journée de marche pour rallier Tamatave. Bon, on fait notre entrée dans Tamatave la nuit.
C'est toujours trop loin, on traverse une immense zone industrielle. Et je crois qu'on n'est pas encore rendu. C'est interminable, hein. Vous arrivez Ah ben les dans grandes villes, c'est comme ça. On prend toujours une journée pour rentrer dans une ville. Mais on y est, Tamatave. On y est, bravo ma chérie. On y est. Au débouché du canal des Pangalan, Tamatave, avec ses 300 000 habitants, est la deuxième plus grande ville de Madagascar et la capitale de l'Est. Anciennement appelée Port-aux-Prunes, la ville prend son essor au XIXe siècle avec la traite commerciale des esclaves, avant que la colonisation n'y mette un terme. Elle prospère alors dans l'import-export, car une voie ferrée est construite vers la capitale. Elle devient vite la principale fenêtre maritime du pays. C'est une étape importante de notre voyage, et comme à chaque grande ville, un artiste du pays part notre charrette d'un nouveau décor. Et c'est Ridge qui nous fait cet honneur avec le blason de la ville et un porte-conteneur, bien sûr. Voilà. J'en profite aussi pour remettre notre charrette en état. Comme un bateau, elle est soumise à l'usure des éléments. Et il est impératif de profiter des grandes escales pour réparer la mécanique et refaire ses vernis. Elle doit être solidement réparée pour affronter la Nationale 5 qui nous attend plus au nord. Car cette route est annoncée aussi redoutable qu'une tempête. Et voilà, l'Espérance est restaurée. On peut repartir. Quant à moi, je sillonne la ville pour ravitailler l'équipage en nourriture, vêtements et matériel assez résistant. Et flâner dans les boutiques permet toujours de faire des rencontres. Alors écoute, c'est incroyable. On vient de se croiser dans la rue, parce que comme notre série passe ici à Madagascar, eh ben, les enfants suivent un peu notre aventure. Présentez-vous alors. Bonjour, je m'appelle Pri. Moi, je suis Kinja, la grande sœur. Moi, c'est Minesh. Je suis bijoutier sur Tamatave. Alka, je viens d'Afrique de l'Est, Tanzanie. Et vous êtes malgaches tous? Oui, malgache. Quand j'ai l'habitude de blaguer, alors à chaque fois je dis ok, ils vont venir à Tamatave et tout, et par hasard, ma femme vous allez. Incroyable. Le rêve est devenu réalité. C'est grâce à Ganesh. Oui, c'est Ganesh. Cette étonnante rencontre nous fait découvrir une facette de plus de la diversité malgache. Alka et Minesh nous invitent à dîner le soir même pour satisfaire notre curiosité réciproque. Sur le chemin, la cathédrale Saint-Joseph, qui contient les reliques de mon grand-oncle Monseigneur de Solage, côtoie la mosquée de la communauté Karan, elle aussi d'origine indienne. À Madagascar, pays aux racines plurielles, les conflits religieux ne se sont pas importés. Les pratiques de chacun se vivent dans la tolérance et non dans la concurrence. Hello Alka. Ce qui s'est importé, en revanche, c'est ce petit morceau d'Inde dans la maison de nos amis, en complet contraste avec notre vie de brousse. Vous êtes ça va? On a accueilli par Sai Baba. Ah bah oui, oh là là, c'est merveilleux C'est ça. un mini-temple, puisque dans la ville, il n'y a pas leur temple. Nos hôtes sont de la communauté indo-malgache très minoritaire. Ils sont à peine 1500 sur l'île et seulement 42 à Tamatave. Et Sai Baba là? Oui. En l'absence de lieu de culte, ils perpétuent leur tradition à la maison pour préserver leur identité. Vous avez mis sonner la cloche? En respect, quand on est venu devant toi, accueille. Leurs arrière-grands-parents, déjà bijoutiers, ont migré en 1900 pour profiter de l'essor colonial. Ils étaient des notables du Gujarat et répondaient souvent à des offres d'emploi des administrations coloniales qui avaient besoin de cadres, de médecins, d'ingénieurs, d'avocats, dans toute l'Afrique de l'Est. Le jeune Gandhi, par exemple, alla ainsi jusqu'en Afrique du Sud. Alors tous ceux qui sont là, attention à la cloche, sinon ça fait mal. Voilà, ça c'est Je notre me suis petite fait cloche apprendre là. 3 des jours. Si la famille de Minesh est arrivée ici, celle d'Alka s'est installée en Tanzanie et c'est lors de vacances à Londres qu'ils se sont rencontrés. La famille. Un savant mélange du Commonwealth qui nous replonge aussitôt dans l'ambiance du sous-continent indien, faite de couleurs vives et de parfums d'encens. Ça c'est Bollywood, les stars de Bollywood. Et Bollywood gagne toute la famille. Namasté. Namasté. Ah, filou. Pour Philae, c'est une occasion rare de se maquiller.
Quant à Ulysse, il est métamorphosé en petit prince du Rajasthan. Alors, la particularité de ce repas, c'est qu'il est végétarien. Et oui. Et ça va plaire à notre petite fille. Tous les hindouistes sont végétariens pour répondre au principe de non-violence de leur religion. Depuis que vous êtes né, vous n'avez jamais mangé de viande. Non. Vous ne savez même pas le goût de la viande. Non. Samoussa, riz, lassi, piments et condiments, tout est délicieux. Manadza, chef. Manadza. Nous nous laissons emporter par cette ambiance d'un autre monde jusque tard dans la nuit. Mais lorsque nous rentrons, une terrible nouvelle nous attend. Bon, ce soir, on a une mauvaise nouvelle. Il y a Castagnette qui est morte pendant la nuit. On ne sait pas pourquoi, elle allait bien et d'un seul coup, on l'a retrouvée couchée, morte. Petite Castagnette. On va l'enterrer, Philae? Oui. Elle aurait tant aimé vivre. Tu sais, avec ce qu'elle avait, elle a dû avoir une septicémie puisque sa patte s'est jamais vraiment réparée. Tu l'aimais beaucoup, ta Castagnette, hein? Plus que beaucoup. C'est vraiment monstrueux, le braconnage. Oui, le braconnage, c'est vraiment pas... C'est pour ça que c'est interdit par la loi. Allez, Philae, il faut l'enterrer maintenant. Non, elle n'est pas morte. Très bien. Elle n'est pas morte. Elle est très bien, ma chérie. Allez, repose en paix, petite Castagnette. Au paradis des pintades. Non. Nous sommes bouleversés par la manière dont la mort de Castagnette touche notre fille. Adieu. T'es la meilleure pintade du monde. Notre voyage est fait de rencontres, de découvertes et d'épreuves. Mais nous étions loin d'imaginer que cette petite pintade raviverait d'autres souffrances. La mort de mon papa et le cancer de ma belle-mère. Qu'est-ce qu'ils fabriquent là-bas? Qu'est-ce que vous faites, les enfants? Qu'est-ce que c'est? C'est la tombe de Castagnette. Ah, comme c'est mignon. Qu'est-ce qu'il y a là? On a pris une feuille et on a écrit dessus « Vive fort, Castagnette ». Rest in peace for Castagnette. Comme Je crois ça, que vous lui faites honneur à votre pintade chérie. elle le mérite. Et qu'est-ce que c'est là sur l'arbre là? Sur l'arbre? Oui, on a fait des petites cabanes. De Lilliputien. Sinon, en haut, Philae, elle voulait faire un fortin. Ah, mais il y a un fortin Qu'elle n'a là. pas fini. C'est un fortin de Lilliputien? Oui. C'est pour veiller Ah sur oui, Castagnette. ils vont veiller sur Castagnette. Papa, et viens voir ce que j'ai là. T'as fait des cabanes? Ouais. Ah bah ils vont être contents au restaurant, vous avez pris tous les cure-dents? Pas tous, mais on en a pris la plupart. Nous sommes surpris et fiers de la manière dont nos enfants transcendent ce deuil, par leur énergie positive et leur imagination. Quelles que soient les épreuves, ce voyage est pour eux un mode d'expression qui ne bride pas leur créativité. Allez mon ami. On se fait gratter. On se fait gratter en l'aile. Ouais. Il a 4x4, enfin 4 roues, il dépasse. Hein. C'est la Pentecôte et la tradition veut que les Tananariviens aillent faire trempette à full pointe. Ils y vont par milliers, en voiture ou en car. C'est comme si nous roulions sur la route Paris-Deauville. Mais la véritable surprise ne vient pas de la circulation. On a quitté Tamatave et c'est un peu la folie parce que, en fait, on se rend compte que tout le monde nous a vu à la télévision. Et toutes les 5 minutes, il y a une voiture qui s'arrête. Bonjour. J'ai vu votre émission dans le... Sur Voyage? Oui, sur Voyage. Bah vous êtes sur Voyage là. Et sur François. Oui. Bonjour. 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 Enchantée, très heureuse. Moi de même. Bonjour. On passe à la télé? Eh ben oui.
tu vois. Oui, c'est ça. Madatrek. Merci. On suit vos émissions, c'est un régal. Merci beaucoup. On aime bien votre émission là sur la télé. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Ça va? Oui. Vous aussi, vous avez vu à la télévision? Oui, on a vu. Vous connaissez notre charrette alors? Bonjour. Bonjour. Ah, vous nous apportez de l'oxygène. Ah oui, de l'oxygène. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Votre direction, où allez-vous? À Rotsette. C'est loin, hein? Bonjour. Mais on va prendre aussi une petite photo avec vous, hein? Oui. Alors, vous êtes la famille comment? Satinassour. On est la famille Sanakaku. Merci. Bon voyage. Bon voyage, hein? Bonne route. C'est comme ça toute la journée. Donc aujourd'hui, on a dû faire, je sais pas combien de kilomètres. 15 km. C'est du délire. C'est super craignos ce que vous C'est la rançon de la gloire. Mais au-delà de la sympathie qui nous contraint de nous arrêter toutes les 5 minutes, cela nous pose un sérieux problème de sécurité. Nous décidons de quitter la route. Tourne. Nous optons pour un passage par la plage. Même si c'est plus lent, c'est plus sûr. Rien à faire, on préfère le bruit du ressac à celui des klaxons. Ce qui est plus propice à la réflexion du jeune élève Poussin, jamais à court de questions. Papa, la moelle osseuse, ça survit combien de temps après la mort? Voilà les questions que Ulysse me pose le matin. Et donc, je n'ai pas Wikipédia greffé au cortex. Et ben, j'en sais rien. Mais pourquoi tu me poses cette question en fait? Parce que j'avais envie de faire une espèce d'antidote qui tue le cancer. Ouais. Mais pour ça, j'ai besoin d'une moelle osseuse. Quoi faire? Pour créer des lymphocytes T4, des globules blancs. C'est l'immunité, c'est ça? Oui. Et aussi donner du gaz hilarant aux malades. Comme ça, il sera tout joyeux. Et quand les gens sont joyeux, on repère plus facilement les cellules cancéreuses. Ah bon? Oui. Ulysse vient d'inventer un concept, l'hilarothérapie. Quand on est heureux, on se soigne. Nous avons été bien inspirés de passer par la plage, car la mer nous réserve une belle surprise. Une baleine. Il y a une baleine juste devant là. Ouais, il y en a plein, il y en a 3. Ouais. Elle respire. Elle est tout près. Elle est à 200 mètres. On va aller voir à Sainte-Marie les enfants. Ouais. On va aller les voir. Ouais. Papa, il a fait la baleine. J'aime rien tant que me retrouver au bord de la mer, sur la route avec la charrette et la tente. J'adore cette vie en fait. Je suis tellement heureuse là d'être retournée dans notre vraie vie qui est celle-là en fait. C'est avec bonheur et joie que notre vraie vie reprend. La rencontre avec les cétacés nous fait le plus grand bien. Et le retour sur la plage nous remet sur les rails. Direction la baie de Sainte-Marie, le sanctuaire de reproduction des baleines, car la saison des amours approche. Les difficultés de franchissement, les détritus charriés par les cyclones, sont aplanis par cet enthousiasme. Il faut descendre, hein. Et si la progression reste lente, nous franchissons avec bonheur la barre des 3000 km. 3000 km. Mais ce bel élan va être fauché par une épreuve à laquelle on ne s'attendait pas. Ben, ce soir, on est très très triste. Très contrarié aussi. On a eu une très mauvaise nouvelle. On a dû congédier Eric, qui est avec nous depuis presque 2 ans, et notre bouvier, parce qu'en fait, il nous volait. Et ça fait plusieurs fois qu'on remarquait qu'il y avait des sommes qui manquaient,
Mais on se disait, c'est de notre faute, on laisse traîner nos trucs. Et en fait, on a eu la preuve, et jusqu'à ce que ce soit des sommes très très importantes, notamment... La semaine dernière, 1 million d'ariars, ce qui correspond à plus de 3 mois de salaire. Et là, hier soir, encore 200 000 ariars. Plus toutes les petites sommes. On avait remarqué, puis on se disait, bon, si c'est des petites sommes qui disparaissent, bon, bah, c'est comme de l'argent de poche. Bon. Et on était prêt à passer l'éponge s'il avouait. Et puis s'il demandait pardon. Ouais. Enfin, si... Parce que l'argent, finalement, c'est moins important que la confiance. Mais là, c'est une telle trahison. Et on est, en fait... On est blessé. On est super triste. Super triste. Et il est parti, sans se retourner. Cette profonde blessure nous rappelle le principe de réalité. Éric a grandi dans les bidonvilles et avant notre collaboration, il n'avait connu que la pauvreté. Avec un peu de recul, nous jugeons son acte avec moins de sévérité. À Tamatave, il avait rencontré un de ses frères qu'il n'avait pas vu depuis 10 ans. Peut-être avait-il des dettes envers lui. Éric aurait-il été victime de pression familiale? Nous n'oublierons jamais les merveilleux moments que nous avons passés avec lui. Brave compagnon d'infortune, toujours souriant, ne se plaignant jamais, tenace dans l'épreuve malgré son petit gabarit, et un sacré cuisinier de brousse en plus. Il est pardonné, bien sûr. Nous avons juste le cœur lourd. Avec un bouvier en moins, la charrette s'arrête à Mahembe. Après ce coup dur, Revel se met en quête d'un nouveau partenaire. Et nous avons besoin de temporiser quelques jours. On est de retour à Tamatave, où à la mi-novembre, c'est toute la folie du litchi qui saisit la région. Parce qu'il y a une cueillette absolument frénétique pendant une semaine de tous les litchis du coin pour l'exportation, pour les fêtes de Noël en Europe. Donc on va assister à ça. Pendant quelques jours, nous allons vivre au rythme du litchi. Waouh, c'est chargé! Alors vous êtes Yvonne. Ah ouais? Et Madame Christine. Madame Christine. Nous sommes accueillis dans le verger d'Yvonne et Christine pour assister à la cueillette des litchis. Attirés par les fruits mûrs, Ulysse et Philae ne tardent pas à se retrouver au bout des branches. Allez au travail les enfants, hein? Ouais, Les paniers sont montés dans les ramures pour y recevoir avec délicatesse les fruits qui s'abîmeraient si on les jetait au sol. Un système de cordes permet de les descendre sans choc jusqu'en bas, où un premier tri a déjà lieu. Dès la cueillette, il y a déjà une première sélection qui est faite. Les plus petits litchis ne sont pas mis dans les garabes. Est-ce que c'est profitable pour eux la culture du litchi? Et est-ce que c'est intense le moment de la récolte? Est-ce qu'elles doivent beaucoup travailler? Est-ce qu'elles ont un autre travail parallèle? On peut ramasser combien de kilos de litchi sur un arbre moyen à peu près? 15. Mais sinon... Un garabe comme ça vous rapporte combien de ariars? Oui, 40 000 ariars, c'est l'équivalent de entre 12 et 15 euros. Sachant que le salaire d'un ouvrier agricole, c'est 1 euro par jour. Il y a un super rendement, bon, ça ne dure que 15 jours, mais comme Yvonne l'a dit, ça permet d'étaler les dépenses sur toute l'année. Et avec l'argent qu'ils gagnent, qu'est-ce qu'il faut? Oui, mais ça sert pas qu'à ça, hein. Ça sert aussi à s'acheter des belles boucles d'oreilles. Moi, je vois ça. Et des beaux colliers aussi, tu vois. Et des belles robes aussi. Parce qu'elles sont chic, hein, quand même, nos cueilleuses de litchi, hein. On s'attendait pas à ça, nous. Les premiers paniers sont prêts à partir pour Tamatave. Mais avant de les suivre, nous ne pouvons pas résister à une petite dégustation sauvage de litchi.
vient tout seul. C'est un feu d'artifice. De sucre et de parfum dans la bouche, c'est exceptionnel. Et hop. On peut plus arrêter les litchis, c'est une drogue. Allez, un petit dernier pour la route. Mange plus lentement. C'est bon, j'ai fait le plein d'énergie. À mon tour de mettre la main au panier, direction les ateliers de traitement et de conditionnement. Le litchi est une spécialité de l'Est de Madagascar. Sa culture a beau être familiale, elle produit quand même 100 000 tonnes, dont 25 000 sont exportées en Europe. C'est un fruit qui s'abîme vite, et comme il va faire un très long voyage, il faut bien le préparer. De partout dans les campagnes, les véhicules chargés de fruits convergent vers les ateliers de Tamatave, où les exportateurs s'occupent du conditionnement des litchis sous la haute surveillance des contrôleurs de qualité. C'est pas bon. On faut de la cassette. Attends, la cassette. Alors ça, vous avez rejeté parce que c'était pas assez beau? Oui, il y a trop de taches, c'est trop petit, c'est trop Comme ça, petit. d'un seul coup d'œil. Professionnel, hein? Les litchis sont ensuite répartis dans des cagettes pour subir le traitement le plus important de l'opération, le soufrage. Avec ce traitement, les éventuels insectes et bactéries sont éliminés et la maturation des fruits stoppée. Des bacs de poudre de soufre remplis au gramme près sont enflammés et les portes refermées pour une demi-heure. Une pellicule jaune va recouvrir les fruits et les protéger. Elle se résorbera le temps du voyage. Ainsi, ils ne pourriront pas pendant les 3 semaines de transport en bateau. Et le miracle, c'est que les litchis, ils sont tout jaunes. Couvert de soufre. Place aux femmes. C'est l'heure de la mise en carton pour le grand voyage. L'arrivée des fruits sur les tapis ne s'arrêtera pas pendant 2 semaines et les équipes se succèdent jusque tard dans la nuit. Pendant toute la campagne, des milliers de personnes sont embauchées par les 30 opérateurs de litchis. Et c'est toute la ville qui vibre au rythme des arrivages. Il y a une ambiance du tonnerre. Ils se marrent tous, chacun son rôle. Il y a la musique derrière. On aurait presque envie de donner un petit coup de main. Ultime étape, l'empilement méticuleux pour optimiser l'espace dans le bateau afin que les piles ne s'écrasent pas pendant le transport. Car chacune d'elles pèse 1 tonne. Il est 1h30 du matin, il est sérieusement le temps d'aller se coucher, mais les litchis arrivent encore. Donc il y a encore des équipes de nuit qui travaillent pour les traiter. Et là, c'est des gros camions qui viennent de loin. Le matin, c'est le chargement millimétré de l'empaquetage de la nuit. Et le patron, Michael Louki, n'est jamais très loin pour veiller à ce que toutes les étapes se passent bien. Alors, Michael, ils partent où tous ces litchis? Ils partent en Russie. En Russie? Ils mangent des litchis en Russie? Oui, on les a appris à manger des litchis. Ah bon, Et c'est quoi? l'anecdote, au début, ils mangeaient le litchi avec la coque. Et ils ont dit que c'était pas bon. C'était pas bon, mais non, faut enlever. Oui, après, on lui a dit qu'il faut enlever, il faut les pêcher. Et ça fait combien de mange temps la pulpe. qu'ils connaissent, qu'ils ont découvert le litchi? 6 ans. 6 ans. Avant, les Russes, ils connaissaient pas. Apparemment, les Russes adorent le litchi. Ah bah ouais, mais qui n'aime pas les litchis? C'est le meilleur fruit sur Terre, hein, les litchis. Non, c'est les myrtilles. Ah, il y en a une qui... Il y a une cerise. Les Oh, il y a de la concurrence. Alors là, ouais, là, pour la cerise, vous savez comment on appelait le litchi avant? La cerise de Chine. la cerise de Chine. Cherry of China. Ah. La cerise de Chine n'attend pas. Les 25 tonnes de ce camion doivent embarquer. Michael Louki est un malgache d'origine chinoise. C'est une communauté implantée ici depuis le début du XXe siècle pour les grands travaux coloniaux et qui excelle aujourd'hui dans le commerce et la collecte des produits agricoles. Il est un des 30 opérateurs de litchi qui ont décidé de travailler en collaboration et non en concurrence, faisant de la filière litchi un des plus gros piliers de l'économie nationale qui fait vivre environ 30 000 familles en brousse. La dernière palette est chargée sur le bateau en partance pour Zeebrugge, où ces 7 800 tonnes de fruits seront distribuées partout en Europe pour les fêtes.
Là, il est bien chargé, hein. La ligne de flottaison était très basse. J'espère que le bateau ne sera pas trop secoué dans la traversée. 17 jours de mer. La folie des litchis nous a remis sur pied et ces derniers nous démangent. Nous retournons à Mahombe avec une voiture prêtée par Michael. Bon, là, on fait en 1h30 ce qu'on a fait en 10 jours en charrette. Et on se débrouillera pour faire rapatrier la voiture. Et nous, on continue en charrette, évidemment. Nous retrouvons Sanche et Raoul, à qui nous avions confié Charrette et Zébu. Et l'objectif est de repartir au plus vite. Eh, salut. Mais les enfants, qui ont le nez très fin, remarquent tout de suite qu'il s'est passé quelque chose en notre absence. C'est qui? Quoi? De quoi tu parles? De ça. Je sais pas, c'est une tête de Zébu. Ben, c'est la qui? C'est C'est pas Zoro? Non, sûrement pas, non. Il est où, Revel? Revel arrive et nous annonce, l'air détaché, la mauvaise nouvelle. Il dit, il y a des cornes sur les Zébus, c'est qui ça? C'est quoi? C'est les cornes des Zoro. Non. Vraiment? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, peut-être il a pris un cardiaque ou quoi, mais il était mort tout d'un coup, quoi. Dur constat. Depuis le début du voyage, chaque moment de bonheur est terni par une épreuve. Je ne trouve pas les mots pour consoler mes enfants. Revel, lui, reste pragmatique. C'est mieux que les zébus qui est mort que nous qui est mort, hein? Mais il nous manque un zébu. Et impossible de s'engager sur la redoutable Nationale 5 sans notre moteur 16 sous-pattes intégral. Tous ces petits nomades, merci Raoul. Et Sant, Aïsa Sant. L'envie de marcher est pourtant la plus forte. Nous quittons nos hôtes, direction Fénérivest, où nous espérons trouver un nouveau zébu. Et on accueille dans l'aventure Jean-Christophe. Depuis le départ d'Eric, eh bien, il y avait un petit trou quand même, avec surcharge de boulot. Et si j'étais en train de conduire le zébu, eh ben, je ne pourrais pas être en train de filmer. Madatrek, ne l'oublions pas, c'est un travail d'équipe. Sarombi, hein? Sarombi, hein? En une journée, nous gagnons Fénérivest. Nous nous mettons aussitôt à la recherche d'un zébu, mais ils sont très rares dans la région. Notre enquête commence donc au marché, où Revel trouve un propriétaire vendeur en la personne d'un boucher. Ah, parce qu'il est bouché aussi? Ah oui, il est... Ouais, donc les zébus qu'on achète, on les sauve de la boucherie provisoirement. L'acte de vente est rapidement signé chez le président Fouktan et nous sortons de la ville pour récupérer l'animal. Salam, madame. Wow. Bonjour. Bonjour. Une bovo mikou. À un jour près, nous le sauvons du couteau du boucher. Tout ça, c'est ceux qui n'ont pas eu la chance. Oh, mais il fait pas preuve de gratitude. Ombi voulant dire zébu en malgache, nous le baptisons naturellement Zombie. Nous l'avons choisi car il est robuste et porte une trace d'usure devant sa bosse, signe qu'il a déjà travaillé en attelage. Ça y est! Mais tant qu'on ne l'a pas vu démarrer, on est sûr de rien. Ah, ça marche! Oh là là! C'est bon, il s'est tiré une charrette. Nous sommes rassurés. D'abord, il doit avancer plus vite. Hein. Genre, c'est moi le chef. Ouais, il va s'habituer. Nous choisissons une piste parallèle pour tester les capacités de coordination de notre nouvel attelage. C'est bon. Notre routine reprend son cours, faite de salutations, d'escortes d'enfants sur le chemin de l'école ou de halte au puits. Et soudain, une vision tant attendue. Papa, moi de là-haut, je vois Sainte-Marie. Va tout à fait sa forme. Comme ça. 3 ans que nous rêvons d'y retourner pour y observer les baleines à bosse. On y est presque. Il est prouvé
qu'un excès de fumée provoque des maladies qui vont du simple rhume aux cancers les plus redoutables. Pause déjeuner et pause école dans la forêt de Tampul, qui était une forêt protégée. Et ici, il y avait les maisons d'accueil pour les touristes, et qui aujourd'hui a été dévastée par les charbonniers. Donc il n'y a plus rien, il n'y a plus de lémuriens, il n'y a plus de touristes. Et le camp est abandonné. S'il n'y a plus de forêt, plus de lémuriens, les visiteurs ne viendront plus. Et ce bel outil de conservation est voué à la perdition. La forêt de Tampul était un parc naturel de 600 hectares, avec tout un programme de pépinières, de pisciculture, de conservatoire d'orchidées, de ruches et de maraîchage pour les populations locales. Je me rends au cœur du parc et n'en constate que les ruines. Ah oui, l'état de dévastation est vraiment sans précédent. J'ai jamais vu ça. Tous les arbres sont systématiquement coupés. Et les survivants, on ne comprend pas pourquoi ils ont survécu. Ah, c'est massacre, quoi. Massacre. Et tout ça en pure perte. Pure perte, à quoi bon, quoi. C'est même pas pour faire des champs, quoi. C'est du petit profit mal gagné, vite gagné, au profit de peu de gens. Quel gâchis. Quel horrible gâchis. Et ce qui s'est passé, c'est que des gendarmes sont venus mettre de l'ordre dans tout ça. Il y a eu une révolte, il y a eu 2 morts. Et ça a mis le feu aux poudres. Les populations sont venues se déchaîner sur la forêt. Et c'est le même phénomène qui est en train d'affecter Voïboul, où les gendarmes essaient d'arrêter les forestiers. Et les forestiers ont mis le feu à la forêt. La forêt de Tampul, c'est Voïboul dans quelques années. Mais avec Angélique et notre association Razani Voïboul, nous allons tout faire pour lui éviter le même destin. Et là, on entend un bûcheron qui tape dans la forêt et qui exploite sa parcelle. Alors son travail, ce monsieur aujourd'hui, a consisté à tuer 2 palmistes, qui sont des palmiers dont on ne garde que le cœur pour le manger. C'est strictement interdit, mais pas pour lui. Parce qu'il a faim et qu'il a des enfants à nourrir. Bonjour. Et voilà, ils sont là, ils sont mignons, ils ont besoin de manger. Alors leurs parents coupent les arbres de la forêt. C'est aussi simple que ça. Donc l'enfer est pavé de bonnes intentions. La vérité, c'est que il n'y a pas de vérité. Rasées les unes après les autres, les forêts primaires ne pourront jamais repousser. Chacune d'elles qui disparaît appauvrit encore un peu plus le pays. D'où l'urgence de protéger les survivantes. Et ben voilà, on est arrivé à Sonyaranivong. Sonyaranivong, c'est la fin du goudron, la fin de la route. Le début de la route pour nous, c'était Wanganjan, à 1400 km plus au sud. C'était exactement il y a 1 an. Et là, c'est la fin du goudron, c'est la fin de l'Est en fait. Et on rentre dans une région de bac à traverser. Et bien on peut dire qu'on rentre dans la région nord, Ouais. à Varat. Il va falloir s'embarquer sur notre premier bac. Il va y en avoir 17. La succession de bacs qui nous attend nous rappelle la route de Fort-Dauphin. La technique reste la même. Nous chargeons d'abord les ébus un à un, puis la charrette à bras d'homme. Et Revel, jovial, nous rappelle les traditions. Et les amis, il ne faut pas oublier les tsoudans. À chaque fois qu'on traverse le fleuve, il faut toujours les tsoudans. À Dieu et aux ancêtres. À Sonia. À Revel. À Christophe. À Alex. Et au capitaine.
On retourne dans du pur Madatrek. C'en est fini du goudron et c'est pas pour me déplaire. Ça me fait penser à la piste de Tsimaphan. C'était tout droit comme ça, avec ces cupules d'eau, ces flaques tous les 5 mètres, ce qui transforme l'itinéraire en rodéo. Et pour nous, tout ça, c'est pour l'instant de la rigolade. Ah. Je me rassure comme je peux. Nous sommes au début de la RN5 et la piste devient de plus en plus chaotique. Nous décidons de ne pas forcer pour profiter d'un bon campement ce soir, car nous pressentons que demain sera rude. Bon, il est 8h30 du matin, il fait déjà 35 degrés. Et là, les ébus sont déjà épuisés par le sable. Donc on va essayer de le reprendre dans les marais à sec. Le sol est plus tassé, les ébus souffrent moins. Qui veut aller loin ménage sa monture. Là, on n'a pas le choix. Il ne faut pas faire chauffer les moteurs, là. La chaleur est écrasante et le sable est trop meuble. Nous sortons de la piste pour profiter des marais asséchés qui sont plus faciles à arpenter. Mais quitter la piste présente d'autres difficultés. Ouais, là, il y a un cul-de-sac avec tous ces arbres. Ça passe plus. Option raisonnable, on rejoint la piste. On a fait déjà 1 kilomètre sans sable, c'est déjà pas mal. Ok, par ici, Revel. On va tourner là, là. Tourne, par là. Là, c'est le vrai 4x4. Ouais. C'est pas forcé, hein. Je t'ai bien passé la route. Voilà. La matinée s'articule autour d'incessants va-et-vient entre piste et marais. Chaque passage est une épreuve. Chaque kilomètre parcouru, une victoire. Et la difficulté du parcours n'éprouve pas que les hommes et les bêtes. Qu'est-ce qui se passe, Revel? C'est le 4e des Zanadzouk qu'on a cassé depuis ce matin. Parce que comme la route est tellement très dure, du coup, il force les ébus, du coup ça casse le Zanadzouk. C'est un modèle qu'on a fait à Sonnier-Nevung et il est trop fin. Donc c'est notre dernier, celui-là, celui qu'on vient de mettre, il va casser aussi, regarde comme il est fin. Il va casser. Donc il faut rester sur la piste. Hein. Ouais. Tu as vu, on a cassé à chaque fois qu'on a essayé de sortir de la piste. À vouloir préserver les ébus, on casse la charrette. Voilà. Ouais, il va casser aussi celui-là. Alors, on va décharger la charrette et on va mettre les bagages là-bas et on va essayer avec 2 ébus. Alors, on voulait faire la pause, et ben ça va pas être pour tout de suite. Si nous cassons notre dernier Zanadzoug, Madatrek s'arrête ici. Il est midi et c'est sous un soleil de plomb que la terrible Nationale 5 nous inflige sa première épreuve. Nous devons rester sur la piste au risque d'épuiser les ébus. C'est plus lent, c'est plus dur, mais au moins il n'y aura pas de casse. Ouais, je sens que sur cette route nationale 5, chaque kilomètre va être durement, très durement gagné. Et là ce matin, ça fait 3 heures qu'on turbine comme des tarés et on a fait 5 km. Qui dit moins? Quelle folie! Les fumées des brûlis alentours rajoutent au côté morbide de la journée. Ce sont nos premiers kilomètres sur cette route et c'est déjà un enfer. Nous arrivons péniblement à la Pointe-à-l'Arrêt, en face de l'île de Sainte-Marie. La côte si particulière permet un accès facile à la plage où nous décidons de nous reposer pendant les heures chaudes.
Malgré toutes les bonnes intentions du monde, la forêt brûle. Comme il y a la saison des pluies qui approche, les gens font plein de brûlis parce que ça leur évite de défricher, quoi. Après, la terre est nette et ils peuvent planter leur bout de manioc. Je profite de ce moral en berne pour faire une petite surprise à ma famille. Aussi simple qu'un coup de fil. Ouais, je te vois. Dans exactement 3 minutes, tu vas nous voir sur la plage en train de faire des grands signes. J'ai appelé Sven Blondel de la Crique et il me dit je suis à la Pointe-à-l'Arrêt. J'y suis. Où êtes-vous? C'est incroyable. Ma gag. Quand nous avions débarqué chez lui avec notre projet fou il y a 31 mois, Sven avait promis de venir nous chercher si nous arrivions jusqu'ici. Il a devancé mon appel. Sa parole tenue nous fait chaud au cœur. Hey Sven, tu pourrais conduire le bateau? Merci. Ok, merci. Hein. On en a dans quelques jours. Nous laissons la charrette quelques jours à Jean-Christophe. Et ben voilà, on est parti. Direction Sainte-Marie. Le soleil s'est couché, mais il y a une belle lune qui est à moitié et donc qui va nous offrir la lumière nécessaire quand j'aurai coupé la mienne. Et Revel est avec nous. Il va découvrir Sainte-Marie parce qu'il n'y est jamais allé encore. À Sainte-Marie, peut-être, les baleines nous attendent.